Bonjour. Dans ce troisième chapitre, on va aborder la question des coûts de transport. Donc, d'abord, on va parler directement de cette question. Ensuite, on va élargir notre discussion à deux autres points. Il y a qu'un deuxième ici, mais dans une partie, on va parler des questions d'équilibre au niveau des flux de transport. Et ensuite, on va examiner les relations de type offre, demande et équilibre de marché, et ainsi de suite. Bon, on commence avec la première partie, les coûts de transport. Donc, je crois qu'un certain nombre d'entre vous est déjà bien familiarisé avec la notion de coût total, de coût fixe, de coût variable et de coût moyen. À titre de rappel, donc un coût variable, c'est un coût qui augmente, qui varie en fonction des unités produites. Par exemple, quand j'utilise ma voiture, le coût du carburant est un coût variable parce que pour faire 1 kilomètre de plus, je dois dépenser plus sur le carburant. Et donc, il s'agit d'un coût variable. Un coût fixe, c'est un coût qui ne change pas lorsqu'on change le niveau de la production. Par exemple, si pour la voiture, un coût fixe, c'est par exemple le coût de l'assurance ou voilà, donc c'est un coût qu'on va dépenser indépendamment du nombre de kilomètres effectués. Alors, pour cet exemple, il faut faire attention parce que donc, certains contrats d'assurance limitent le nombre de kilomètres et tout. Donc, mais bon, globalement, un coût d'assurance, c'est plutôt un coût fixe. Alors, le coût total, c'est la somme du coût variable et du coût fixe. Et le coût moyen, on l'obtient lorsqu'on divise le nombre d'unités produites par... on l'obtient en divisant le coût par le nombre d'unités produites. Et on peut parler de coût variable moyen, de coût fixe moyen ou de coût total moyen. Quand on dit coût moyen, tout simplement, généralement on fait référence au coût total moyen. Juste avant d'avancer, une petite remarque, c'est qu'il y a certains coûts qu'on ne peut pas strictement classer dans la classe des coûts variables ou des coûts fixes. Par exemple, les coûts pour la voiture, concernant la pneumatique par exemple. Les pneus d'une voiture, on doit les changer chaque 50 000 km approximativement. Et donc, d'un côté, c'est un coût fixe. Donc, si je ne bouge pas au niveau de ce palier, ça ne change pas. Mais par contre, ça fait un saut et on obtient une sorte de courbe en escalier si je fais varier le nombre de kilomètres d'un côté et le coût dépensé sur les pneus, par exemple. Alors on peut assimiler ces coûts soit à des coûts fixes, soit à des coûts variables, mais il y a certains qui souhaitent bien les distinguer. On appelle ça des coûts semi-variables. Voilà. Donc c'est une sorte de coût qui se situe entre les deux coûts fixes et variables. Voilà. Maintenant, un coût qui est moins connu mais bien utilisé en économie, c'est ce qu'on appelle un coût marginal. Et ça correspond au coût de la dernière unité produite. Bon, pour expliquer ça, on peut se baser sur un exemple numérique. Donc là, vous avez des unités de production, ou par exemple donc là, c'est 1 km, 2 km, 3 km. Alors ici, on a un coût variable, c'est 8, 14, 18. Le coût variable moyen est noté, ici c'est 8, donc 7 parce que c'est 14 sur 2, ici c'est 6, c'est 18 sur 3. Le coût fixe étant de 30, 30, 30, donc ça ne change pas en fonction de la quantité produite. Et le coût fixe moyen, je l'obtiens en faisant cette division, donc 30 sur 1 c'est 30, 30 sur 2 c'est 15, 30 sur 3 c'est 10. Alors, le coût total ici, on peut l'obtenir de deux... on peut l'obtenir en faisant la somme de ce chiffre-là, 30 et 8. Donc ici, 30 plus 8, c'est 38. Là, c'est 30 plus 14, c'est 44. Là, c'est 30 plus 18, c'est 48. Alors, le coût total moyen,
je peux l'obtenir soit en faisant la division 38 sur 1, c'est 38, 44 sur 2, c'est 22, 48 sur 3, c'est 16. Soit en faisant la somme aussi des coûts variables moyens. Donc 8 plus 30, ça fait 38. 14 plus 30, ça fait... attendez, pardon, c'est 7 plus 15, ça fait 22. Ou encore 6 plus 10, ça fait 16. Voilà. Maintenant pour le coût marginal. Le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Donc pour la première unité, ce coût n'est pas défini. Par contre, pour la deuxième unité, il est égal à 6. Pourquoi? C'est parce que ici, quand je produis une seule unité, mon coût de production est de 38. Alors, le fait que je passe à la production de la deuxième unité, ça augmente mon coût total de 38 à 44. Donc j'ai une augmentation de 6 unités. Donc cette deuxième unité a augmenté mon coût total de 6 unités. Ça s'appelle le coût marginal. Même chose ici, donc si je produis 2 unités, j'ai un coût total de 44, mais si je souhaite augmenter ma production à 3 unités, donc cette troisième unité va augmenter mon coût total de 4 unités. Et donc j'ai un coût marginal de 4 unités. Alors pour calculer le coût marginal, donc vous voyez la règle elle est simple, je vais faire l'opération coût total de la unité n moins le coût total de l'unité n-1. Ça me donne le coût marginal. Alors, une dernière remarque, c'est que souvent quand on parle du coût marginal, le M est minuscule. Quand on parle du coût moyen, le M est majuscule. Alors, maintenant, une petite relation entre le coût total et le coût moyen qu'on peut retenir en utilisant ce graphique, c'est que le coût marginal, il traverse le coût moyen lorsque ce dernier atteint son minimum. Donc, remarquez que ça, c'est la courbe du coût moyen qui atteint un minimum à un certain niveau, et le coût marginal traverse le coût moyen exactement en ce point-là. Donc si je ne mets pas ici c'est M et c'est grand M, et je pose la question quel est le coût moyen, quel est le coût marginal, en utilisant cette propriété, je peux bien deviner que ça c'est le coût marginal et ça c'est le coût moyen. Voilà. Alors, un autre coût qui est pour nous assez important, c'est le coût d'opportunité. C'est le fait que, voilà, lorsque je choisis une alternative, je fais quelque chose, cela va conduire à ce que je me prive d'autres alternatives. Et on parle ici de coût d'opportunité. Okay? Donc, un coût d'opportunité, par exemple, le coût du temps d'un trajet, c'est un coût d'opportunité parce que quand je suis dans le train, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Donc je me prive de l'opportunité de faire certaines activités. Et on parle là d'un coût d'opportunité. Donc le coût du temps est en quelque sorte un coût d'opportunité. Alors, rendement d'échelle alors. Donc, on parle de rendement d'échelle lorsque la production devient de plus en plus facile lorsqu'on augmente le niveau de production. On dit explicitement rendement d'échelle croissant. Donc, c'est lorsque, par exemple, avec une équipe de 10 personnes, je produis 100, et une équipe de 20 personnes, je peux produire non pas 200, mais 250. C'est-à-dire que les 10 derniers ouvriers ont apporté un niveau de production supérieur à celui des 10 premiers ouvriers. C'est-à-dire que lorsque j'augmente la taille de la production, je deviens plus efficace. Alors il y a pas mal d'industries qui sont comme ça, par exemple la production des microprocesseurs est à rendement d'échelle croissant parce que produire le premier processeur ou les premiers processeurs c'est très difficile. Par contre, si j'ai la technologie, si j'ai l'innovation, si j'ai investi dans des coûts fixes des usines de production, à produire des millions de processeurs devient très facile. Donc, sortie d'usine, les microprocesseurs coûtent pratiquement rien, à l'unité bien sûr. Mais les premiers commencer à produire et concevoir des microprocesseurs est extrêmement difficile. Les rendements d'échelle sont décroissants
dans l'autre sens. C'est-à-dire que je peux commencer à produire quelques unités sans difficulté, mais c'est le fait d'augmenter ma production davantage qui fait que, qui est vraiment compliqué. Alors quand on parle de rendement d'échelle constant, c'est une situation entre les deux, c'est-à-dire que avec 10 ouvriers, je produis 100, avec 20, je produis 200, 30, je produis 300 et ainsi de suite. Donc en fait, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Voilà. Alors une petite remarque avant d'avancer, c'est que donc pas mal d'activités, comme j'ai dit, sont déjà caractérisées par des rendements d'échelle croissants, par exemple le transport aérien, il y a même on peut aussi parler du transport ferroviaire et pas mal d'aspects du transport qui sont à rendement d'échelle croissant. Et donc, voilà, c'est vraiment... alors quand on a une situation, quand on a une activité caractérisée par des rendements d'échelle croissants, la conséquence de cela est qu'on va trouver peu de producteurs, chacun produisant un grand volume. Puisque effectivement, c'est plus facile de produire une grande quantité qu'une petite quantité. Et au contraire, lorsque l'activité est à rendement d'échelle décroissant, on va trouver beaucoup de producteurs, chacun produisant une petite quantité. Par exemple, dans les activités des boulangeries, il n'y a pas une... Alors, faire une seule boulangerie pour approvisionner toute une ville, c'est extrêmement difficile. Il faut imaginer d'abord, il faut avoir des fours qui sont de très grande taille, assurer une logistique d'approvisionnement qui soit très complexe et tout. Et donc dans une activité comme ça, c'est plus efficace d'avoir plusieurs producteurs, chacun finalement produisant pour un périmètre limité. Donc ce qui est à retenir, c'est que quand il y a des rendements d'échelle croissants, on va retrouver peu de producteurs et chacun va produire un grand volume. Si on a des rendements d'échelle décroissants, on va trouver beaucoup de producteurs, chacun produisant un petit volume. Deuxième remarque, c'est qu'il y a une relation entre les rendements d'échelle et le coût moyen. Si par exemple je fais une courbe du coût moyen, je mets sur l'axe des abscisses, vous pouvez faire ça à titre d'exercice, sur l'axe des abscisses, je mets la quantité produite, et ensuite je trace une courbe, donc sur l'axe des ordonnées, je vais porter le coût moyen. Et ensuite je trace une courbe qui est décroissante. Selon vous, cette courbe, est-ce qu'elle correspond à un rendement d'échelle croissant ou décroissant? Intuitivement, puisque la courbe, pas intuitivement, mais si je choisis la facilité, c'est que comme la courbe est décroissante, je vais dire qu'il s'agit de rendement décroissant. C'est souvent une réponse que j'obtiens de la part des étudiants, mais faites attention, ici c'est le contraire. Les rendements d'échelle sont croissants, parce que le fait que le coût moyen est décroissant, ça veut dire que quand je produis, je diminue mes coûts de production, c'est plus facile pour moi de produire de grands volumes. Et inversement, lorsque cette courbe est croissante, ça veut dire qu'il devient de plus en plus difficile de produire, et je suis dans la situation de rendement d'échelle décroissant. Voilà. Alors maintenant, un effet qui est présent en transport public. Bon, ici, c'est plus facile de raconter l'histoire, je pense, que de mettre les diapos. Imaginez que dans une ligne de bus, vous êtes le seul avec 2-3 personnes qui attendent le matin pour prendre le bus. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise cette ligne. Que va faire l'opérateur de transport? Donc, il va observer que la demande est très faible sur cette ligne et il va consacrer peu de moyens, donc peut-être un ou 2 bus maximum qui vont passer par heure. Ce qui fait que le temps moyen d'attente pour les gens qui arrivent pour prendre ce bus est relativement lent. Par contre, imaginez maintenant pour cette même ligne que le nombre d'usagers augmente et que l'opérateur observe cette augmentation. Il va réagir logiquement en mettant plus de moyens sur cette ligne. Et donc, il va mettre par exemple 5 ou 6 bus par heure, ce qui fait que le temps d'attente moyen va baisser
Et donc finalement, celui qui était au début prenait le bus et qui souffrait d'un temps d'attente assez lent va bénéficier de l'arrivée des autres usagers. Et on va avoir ici un effet externe positif qui est identifié ou connu sous le nom de effet Moring, du nom de l'auteur qui l'a décrit en premier. Voilà. Alors, et ce coût, comme on va le voir, c'est cette évolution, cette structure du coût des usagers en transport public, c'est quelque chose d'important pour comprendre certaines situations et certaines politiques de transport, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la question de calcul d'équilibre sur un réseau de transport. Et on va considérer le problème suivant. Alors ici, j'ai un réseau très simple. Donc j'ai deux points A et B. Et j'ai une population de personnes qui souhaitent aller de A vers B. Et pour aller de A vers B, j'ai deux possibilités. Soit emprunter la route qui est courte, qui est directe, avec un temps de transport minimum de 10 minutes, sauf que cette route est assez étroite. Et donc lorsque le nombre d'usagers augmente, le temps de transport sur cette route-là, cette route bleue, il augmente. Par exemple, ici, on va prendre une structure assez simple, mais c'est 10 minutes s'il n'y a personne. Donc si le premier arrive, son coût de transport serait presque de 10 minutes. Par contre, s'il y a 10 usagers de cette route, alors le temps d'attente va être de 10 sur 5. Ça fait 2 plus 10, ça fait 12 minutes. S'il y a maintenant 30 usagers de cette route-là, on va avoir un temps de trajet de 30 sur 5, 6, plus 10, ça fait 16 minutes. Donc sur cette route-là, lorsque le nombre d'usagers augmente, le temps de trajet augmente. Alors, la deuxième alternative pour effectuer ce même trajet consiste à emprunter une route qui est plutôt longue et qui a une capacité très large et donc il n'y a pas de problème de congestion. Dans tous les cas, et indépendamment du nombre d'usagers qui vont utiliser cette route, le temps de trajet c'est 20 minutes. Alors, la question qui est posée ici, c'est que j'ai 100 voitures qui partent de A pour aller dans B. Selon vous, c'est quoi l'équilibre qu'il va y avoir sur ce réseau? Et quand je dis quel est l'équilibre, ça veut dire combien de voitures vont utiliser la route bleue et combien de voitures vont utiliser la route rouge. Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce qu'un équilibre. Donc, alors, un équilibre, c'est une situation dans laquelle aucune personne ne peut améliorer son coût en changeant de décision, sachant que les autres continuent à faire ce qu'ils ont fait auparavant. Par exemple, ici, je peux prendre la situation suivante, 60 personnes ici, donc, et 40 personnes donc 60 sur la bleue et 40 sur la rouge. Est-ce que c'est un équilibre ou pas? Alors, ceci n'est pas un équilibre pour la raison suivante. C'est que si je mets 60 personnes sur la route bleue, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir 60 sur 5, ça fait 12. 12 plus 20, ça fait 22. Et donc, j'ai un temps de trajet de 22 minutes sur cette route bleue. Alors que le temps de trajet, il est de 20 minutes sur la route rouge. Et donc, parmi les usagers de cette route bleue, chacun va se dire, c'est que je peux gagner 20 minutes en changeant. Si j'ai la possibilité de refaire mon choix, je ne vais pas reprendre cette alternative, je vais plutôt emprunter la route rouge. Okay? Et donc, si on a un argument comme ça, ceci veut dire que la situation qu'on a n'est pas un équilibre. Donc, 60 sur la route bleue, 40 sur la route rouge n'est pas une situation d'équilibre. Alors, si vous essayez de regarder, vous utilisez cet argument et l'appliquez à cet exemple, vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule situation d'équilibre dans laquelle vous avez 50-50. Faites attention, ce n'est pas parce que c'est 50 qui est égal à 50 que c'est un équilibre, c'est juste, on obtient ça par rapport aux valeurs numériques qu'on a utilisées, mais c'est parce que quand j'ai 50 usagers ici, ce que j'ai c'est 50 sur 5. Ça me fait 10 plus 10, ça me fait 20 minutes.
Donc, ceux qui utilisent la route bleue ont un temps de trajet de 20 minutes et ceux qui utilisent la route rouge ont un temps de trajet de 20 minutes. Aucun de tous ces usagers ne peut dire moi ce que j'ai fait quelque part n'était pas la meilleure chose et je peux améliorer mon choix. Donc il s'agit bien d'un équilibre. Alors j'ai 100 agents, 100 personnes, chacun subit un temps de trajet de 20 minutes. Donc le temps de trajet pour toute la population c'est 2000 minutes. Alors donc j'ai un équilibre 50-50, un temps de trajet total pour cette population de 2000 minutes. Maintenant, on va considérer une deuxième situation. C'est lorsque j'ai uniquement 25 usagers de cette route-là et 75 usagers de la route rouge. Alors, dans cette deuxième situation, qui n'est pas une situation d'équilibre, mais j'ai ici 25 sur 5, ça me fait 15. Ça me fait 5, pardon. Plus 10, ça me fait 15. Donc, j'ai 15 minutes de temps de trajet sur la route numéro 1. Et j'ai 20 minutes de temps de trajet sur la route numéro 2. Alors, maintenant, pour cette situation, je veux calculer le temps de trajet total. Donc, j'ai 15 usagers avec 25 minutes, ce qui me fait 375 minutes. Et sur la route rouge, j'ai 20 minutes pour 75 usagers, ce qui me fait 1500 minutes. Et j'ai un temps de trajet total qui est de 1875. Alors, si je vous pose la question maintenant, est-ce que l'équilibre, c'est la meilleure des situations possibles? La réponse, elle est claire, c'est que là, on vient de donner un exemple qui montre qu'il y a des situations qui peuvent être meilleures que la situation d'équilibre. Et donc, l'équilibre n'est pas nécessairement une situation optimale. Okay. Alors dans cet exemple, si on fait le calcul, on peut trouver que la meilleure effectivement répartition sur ce réseau-là, c'est de faire passer 25 usagers à travers la route bleue et 75 usagers sur la route rouge. Ça me donne le coût total minimum pour toute la population. Alors parfois on peut se poser la question suivante maintenant, comment on décentralise l'optimum? C'est que je sais maintenant que l'équilibre n'est pas une bonne chose, j'ai une perte tout simplement, il n'y a personne qui gagne. Ensuite, en plus de ça, c'est pas que 25-50 est meilleur seulement en termes de coût total, mais remarquez qu'il n'y a personne, donc à l'optimum il n'y a personne qui perd. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, tout le monde a un temps de trajet de 20 minutes. Et à l'optimum, il n'y a personne qui va avoir un temps de trajet supérieur à 20 minutes. Mais il y a certains qui vont avoir un temps de trajet inférieur à 25 minutes. Et donc, cette deuxième situation de 25-75 n'est pas seulement meilleure, elle domine même la situation d'équilibre initial. Donc, il y a toutes les raisons pour dire que l'équilibre n'est pas bien et qu'il ne faut pas laisser l'utilisation de ces routes comme ça. Et donc ça, c'est un problème qui fait qu'on se dit tout souvent, mais voilà, comment maintenant faire en sorte que les gens se répartissent convenablement sur ce réseau-là. Une solution consiste à dire, voilà, vous les 25, vous passez par cette route et vous passez par la route rouge, mais c'est une solution qui peut pas être mise en pratique parce qu'on va se dire mais pourquoi ceux-là ils ont le droit de passer par la route bleue, les autres par la deuxième et ainsi de suite. Alors, la solution qui est proposée par les économistes et défendue depuis longtemps, c'est de dire que il n'y a pas d'autre. Le mieux, c'est tout simplement de mettre en place un péage routier, c'est-à-dire si vous voulez utiliser la route bleue, vous allez tout simplement payer un montant donné. Et on va ajuster ce montant de sorte à ce que le nombre des usagers de la route rouge soit de 75 et les usagers de la route bleue soit de 25. Et comme ça, on va atteindre une situation optimale et on va avoir en contrepartie un revenu des péages qu'on va imposer. Voilà. Donc, pour résumer cet exemple, ce qui est à retenir, c'est que pour calculer un équilibre, c'est une situation dans laquelle aucun usager ne peut améliorer sa situation en changeant de choix. Deuxième chose, l'équilibre n'est pas nécessairement optimal.
troisième chose, c'est que on peut décentraliser l'optimum en mettant en place des péages routiers. Alors, les péages routiers, c'est un petit peu ce que vous avez à Londres, à Hong Kong. Il y a un certain nombre de villes qui ont mis en place un péage. Si vous voulez aller en voiture au centre-ville de Londres, par exemple, vous devez payer un montant de l'ordre de 13 euros, 14 euros, je crois. Et ce péage, je ne parle pas bien sûr du parking, etc. C'est vraiment juste pour se déplacer dans une zone donnée de Londres qu'il faut effectuer ce péage-là. Alors beaucoup d'autres villes sont en train d'examiner de telles politiques. Il y a Lille par exemple, il y a la région parisienne, mais il faut aussi reconnaître que les usagers ont du mal à comprendre les raisons de telles politiques. Ils perçoivent le péage comme une taxe supplémentaire qui leur est imposée. Donc il y a toujours un problème d'acceptabilité des péages. On a une conception que les routes doivent être accessibles à tout le monde et sans coût supplémentaire. Donc il y a toujours cette histoire de bien réformer les activités de transport et notamment une opposition à la mise en place de ce genre de tarification. Voilà, ceci étant donc un premier exemple de calcul d'équilibre, on va passer à un deuxième exemple. Donc avec un réseau simple, mais un peu moins simple que le précédent. Donc ici, j'ai 4000 voitures qui partent de A et qui souhaitent aller dans D. Et on voit qu'il y a deux possibilités de faire ça, soit A, B, D, soit A, C, D. Alors le coût ou le temps de trajet sur cet arc est égal au nombre de voitures qui passent par le même arc divisé par 100. Le temps de trajet sur cet arc est égal à 45 minutes. Le temps de trajet sur cet arc est égal à 45 minutes et le temps de trajet sur cet arc est égal à n sur 100, c'est-à-dire le nombre d'usagers de cet arc divisé par 100. Alors la notation n'est pas très bien puisque j'utilise n ici et ici, on risque de la confondre, mais donc, n ici veut dire c'est le nombre d'usagers de l'arc concerné. Alors, quel est l'équilibre dans cette situation-là? Bon, vous pouvez remarquer très rapidement que, étant donné la symétrie entre ces deux routes, que toute répartition inégale des flux sur les deux routes n'est pas une situation d'équilibre parce qu'elle va donner un coût ici qui est supérieur à celui-ci ou un coût qui est là qui est supérieur à celui-là. Et donc, certains usagers voudront changer de choix et donc on n'est pas dans une situation d'équilibre. La seule situation d'équilibre ici, c'est la répartition du flux de 4000 voitures sur les deux routes de manière égale. Donc 2000 qui vont faire ABD, pardon, et 2000 qui vont faire ACD. Voilà. Donc c'est pas compliqué à voir, c'est le seul équilibre possible dans cette configuration-là. Maintenant, on va faire un petit changement, on va ajouter un arc sur ce réseau-là. Donc on va tout simplement construire une nouvelle route qui nous permet d'aller de B vers C très rapidement. Donc là, vous pouvez mettre 0 minutes, donc immédiatement j'y vais, ou encore vous pouvez aussi mettre 2-3 minutes si vous le souhaitez, mais l'essentiel c'est que de B à C, je me déplace très rapidement. Que devient l'équilibre sur ce réseau avec cette nouvelle route? Alors je vous conseille d'arrêter la vidéo, de réfléchir à cette question et c'est d'apporter par la suite une réponse. Voilà. Alors maintenant, pour résoudre ce problème, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'initialement j'avais deux routes, A, B, D et A, C, D. Maintenant, ce qui change avec cette nouvelle route, c'est que j'ai une nouvelle alternative, donc c'est de faire A, B, C, D. Alors, je vais essayer de démontrer d'abord que la route A, B, D ne peut plus être utilisée. Pourquoi? Je vais regarder d'abord, est-ce que quelqu'un peut faire B, D directement? Alors, je sais que si je suis en B et je veux aller en D, alors le temps de trajet ici, c'est 45 minutes. Voilà. Par contre, pour effectuer exactement pour aller de B vers D, donc ici j'ai 0, plus un coût que je vais subir ici, mais qui dépend du nombre de gens qui font ça. Mais au pire des cas, il va y avoir 4000 personnes qui vont faire avec moi ce trajet, donc qui vont être sur cet arc avec moi. Donc, et lorsque on est dans cette situation de 4000 personnes, j'ai 40 minutes ici.
Et donc si je vois bien, c'est que j'ai 0 ou 2 minutes plus 40 minutes, ce qui me fait quelque chose qui est toujours inférieur à 45. Et au final, si je suis en B et je veux aller au point D, ben, il est clair que jamais ceci ne peut être considéré comme une alternative intéressante. Donc il est toujours plus intéressant de faire B, C, D. Ce qui veut dire maintenant que la route A, B, D, personne ne va l'emprunter, étant donné que celui qui arrive en B, et pour aller en D, il a toujours intérêt à faire B, C, D. Donc A, B, D ne peut pas être une route utilisée. Maintenant, donc j'efface cette route. Donc j'ai trois alternatives, comme je vous ai dit, A, B, D, A, C, D et A, B, C, D. Je viens de montrer que A, B, D, c'est une alternative qui ne peut plus être empruntée ou qui ne peut plus être une alternative utilisée à l'équilibre dans cette configuration-là. Maintenant, je considère la configuration A, C, D. Encore, je vais voir si je suis en A et je veux aller à C. Ben, j'ai 45 minutes ici, mais si je fais, mais j'ai une autre manière d'aller au point C partant de A, c'est de faire A, B, C. Et avec cette nouvelle alternative, finalement, j'ai combien? J'ai ici un coût qui va dépendre du nombre d'autres usagers, mais au pire des cas, c'est 4000 usagers et ça me fait 40 minutes ici. Et donc, ça me fait 40 plus 0, c'est moins que 45. Et il est clair que, de même, A, C, donc si je suis en A et je veux aller en C, il est toujours plus intéressant de faire A, B, C. Alors, pour résumer cette situation-là, donc dans les trois alternatives que j'ai, A, B, D, A, C, D et A, B, C, D, je viens de montrer que les deux premières ne peuvent pas apparaître au niveau de l'équilibre. La seule alternative qui va être utilisée par les 4000 usagers, c'est en fait de faire A, B, C, D. Donc c'est le seul équilibre qu'on va avoir dans cette configuration-là. Bon, essayez de vérifier cela par vous-même. Et maintenant, on va s'intéresser à calculer le coût de transport dans cette situation-là. Ici, c'est 40 minutes, plus 0, plus 40 minutes, et on a un temps de trajet de 80 minutes à l'équilibre. Alors, il y a quelque chose de paradoxal dans ce résultat, c'est que on avait un réseau, on avait un temps de trajet de 65 minutes. Ben, tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a rajouté une route. Et naïvement, on peut se dire, mais puisque c'est une route supplémentaire, elle est gratuite, donc il n'y a pas de coût de construction, je ne suis pas en train de prendre en compte des coûts de construction ou des coûts comme ça. Mais on va se dire, c'est une route supplémentaire, même si ça n'améliore pas la situation, ça ne va pas détériorer la situation. Et ben, en développant nos calculs de la sorte, on voit que effectivement cette route, elle va détériorer la situation et on va avoir un temps de trajet qui augmente pour tous les usagers. Alors c'est un peu paradoxal et c'est pour ça que cette situation-là est connue sous le nom de paradoxe de Brass. Brass, c'est B-R-A-E-S-S. Vous pouvez trouver des illustrations de cette configuration sur Internet, donc vous avez des vidéos YouTube qui essaient d'expliquer un petit peu ce phénomène. Vous pouvez voir ça sur le web, c'est très très documenté. Alors, c'est-à-dire que, alors ça peut être vu d'une autre manière, hein, c'est que, alors à partir de ce résultat, on voit donc qu'ajouter des routes sur un réseau peut être catastrophique. Et donc, quand on construit une nouvelle route, indépendamment de son coût de construction, elle peut détériorer la situation du trafic et être nuisible pour la majorité des usagers. D'une autre manière, si mon réseau de départ, c'est ce réseau-là, quelqu'un qui comprend ce genre de problème, il peut se dire, mais écoutez, ici, pour améliorer le temps de trajet dans cette configuration-là, tout ce que vous avez, c'est tout simplement couper cette route. Donc, d'une autre manière, on peut, au lieu de dire on ne va pas construire des routes, sur certains réseaux, on va éventuellement même passer à une sorte de fermeture de certains tronçons sur le réseau.
Voilà, donc là je vous invite quand même à voir un petit peu le web, taper Paradoxe de Brass, donc comme j'ai dit Braess, et vous allez trouver des illustrations de ce paradoxe-là. Voilà, alors là on va passer au problème suivant de calcul d'équilibre, et dans lequel on a deux modes de transport, pas un seul mode de transport. Et ici, en fait, on a un axe des abscisses qui est un peu particulier. Donc moi je pense que la seule difficulté, c'est d'essayer de me suivre au niveau de la construction de cet axe des abscisses. Donc ici, j'ai le nombre d'usagers et j'ai une ville avec grand N usagers. Donc grand N, c'est le nombre d'usagers dans cette ville. Et quand je vais dans cette direction, je parle des usagers de la voiture. Donc, les N personnes effectuent un trajet par jour, par exemple. Et ils choisissent entre deux modes, la voiture ou le transport public. Alors, et quand je suis par exemple à ce niveau-là, ça veut dire que tout cela, ils utilisent la voiture, et ça veut dire aussi que les autres utilisent le transport public. Alors, la courbe rouge qui est là, c'est le coût d'utiliser la voiture. Donc les premiers qui utilisent la voiture, ils roulent bien, donc le coût est relativement faible, mais par la suite, lorsque le nombre d'usagers de la voiture augmente, le coût d'utilisation de la voiture augmente de plus en plus rapidement. Alors je peux essayer de mettre aussi le coût d'utiliser les transports publics sur ce même graphique. Et ça va me donner quelque chose comme la courbe bleue. Alors pourquoi est-ce qu'elle a cette forme? C'est parce que, rappelez-vous l'effet Moring qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors ici, quand j'ai des usagers du transport public, j'ai peu d'usagers, je vais avoir des temps d'attente qui sont plutôt assez lents. Ce qui fait que j'ai un temps de trajet, pas de trajet seulement, mais le temps pour effectuer le déplacement qui est assez lent. Mais plus il y a d'usagers du transport public, donc quand je vais à gauche maintenant, plus le coût d'utilisation des transports publics va baisser. Et c'est pour cette raison que j'obtiens une courbe qui ressemble à la courbe bleue qui est là. Alors, à l'équilibre et en utilisant les arguments qu'on vient de discuter, c'est au niveau de l'intersection de ces courbes-là qu'on va avoir un équilibre. Et dans cette situation, je vais avoir petit n1 usagers de la voiture et les autres qui sont là vont utiliser donc grand N moins petit n1 qui utilisent les transports publics. Voilà. Donc vérifiez bien que vous avez compris cette configuration. Et maintenant, je vais passer à faire une petite remarque. Là, on peut se dire maintenant le coût par usage. Donc au niveau de cet équilibre, remarquez que le coût pour tous les usagers, c'est petit c1. Et si on se concentre juste sur les voitures, on peut se dire, mais remarquez que quand même, puisque les routes n'ont pas assez de capacité, là on passe de ce niveau-là à C1. Donc il y a quand même une possibilité peut-être d'améliorer le coût pour les usagers de la voiture en augmentant la capacité des routes. Puisqu'on a 2 voies, on va passer à 3 voies par exemple. Et donc au lieu d'avoir ce coût-là, on va plutôt avoir un coût qui est plus faible ici. Parce qu'on voit qu'on a une sorte de marge ici et on peut gagner un peu au niveau des coûts de transport. La politique qui va répondre donc à cet objectif consiste à augmenter la capacité des routes. Comme j'ai dit, un exemple, c'est passer de 2 voies à 3 voies, ce qui va revenir au final à déplacer la courbe rouge vers le bas. Donc pour toutes les valeurs des usagers de la voiture, je vais avoir une courbe qui se déplace vers le bas. L'objectif étant de faire baisser ce coût C1 ici. Et la courbe rouge qui va apparaître par la suite va ressembler à cette nouvelle courbe pointillée. Mais effectivement, on voit que le coût pour les N1 usagers, il baisse. Sauf que cette configuration n'est plus une configuration d'équilibre. Ce qui va se passer, c'est que, puisqu'on améliore le coût pour les voitures, certains usagers des transports publics vont plutôt changer de mode
et vont repartir sur la voiture. Et donc on va avoir un déplacement de ce point-là vers la droite. Le nouvel équilibre qu'on va avoir, c'est plutôt ce deuxième point qui nous donne petit NE usagers de la voiture. Donc tout cela vont utiliser maintenant la voiture et uniquement un petit nombre d'usagers, on va avoir un petit nombre d'usagers des transports publics. Et ce qui est plutôt paradoxal dans cette situation, notre objectif était d'améliorer la situation pour quelques usagers, mais on se retrouve dans une nouvelle configuration avec un coût total qui est plus élevé pour tous les usagers. Okay. Donc, cette configuration, donc cette politique plutôt, est très dangereuse. On dépense de l'argent, on investit dans de nouvelles infrastructures, mais la conséquence, c'est une augmentation du coût de transport pour tous les usagers. Alors, c'est pour cette raison que, et je peux voir même ce contexte maintenant dans l'autre sens, c'est qu'une manière, si je suis dans cette configuration-là, dans cet équilibre, une manière d'améliorer plutôt la situation, ce n'est pas d'investir dans des infrastructures routières, c'est plutôt de réduire la capacité des infrastructures existantes et donc non pas déplacer la courbe rouge vers le bas, mais plutôt vers le haut. Et donc on voit que N1 va se déplacer à gauche, qu'on va avoir plus d'usagers du transport public et donc une baisse du coût d'utilisation de ces modes-là, et on va avoir une baisse du coût d'utilisation, du coût de transport pour tous les usagers. Et c'est un petit peu ce qui se passe ces dernières années, si vous remarquez bien qu'il y a beaucoup de travaux dans les centres-villes dont l'objectif est de faire baisser le coût de transport et donc plutôt de limiter la capacité des espaces alloués à la voiture et de favoriser d'autres alternatives. Voilà. Alors cette situation est connue sous le nom de paradoxe Downs-Thomson. Donc, donc pour rappeler donc ça c'est DOWNS-THOMSON. Voilà. Bon, c'est le troisième problème de calcul d'équilibre qu'on examine et c'est le dernier. Donc là, on va passer à un petit rappel sur les questions d'équilibre de marché. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Sur un marché économique qui a toujours une courbe d'offre, de demande, l'équilibre sur ce marché, c'est l'intersection entre les deux. Alors, d'habitude, on met les quantités sur l'axe des abscisses, les prix sur l'axe des ordonnées. Alors, quand j'ai des courbes de demande, elles se déplacent de la sorte. Donc, la courbe pointillée est toujours la courbe, correspond à la nouvelle configuration. Et donc ici, quand je passe de D à D', je vois que j'ai une augmentation de la demande. C'est parce que pour le même prix, j'ai une quantité plus élevée. Inversement, pour ce déplacement-là, c'est une baisse de la demande, comme ça peut être expliqué par en comparant Q1 et Q2. Maintenant pour la courbe d'offre, alors c'est juste il faut faire attention ici à ne pas rapidement conclure puisque c'est un déplacement vers le haut ou déplacement vers le bas que c'est une baisse ou augmentation, parce que là on peut rapidement conclure que ça c'est une baisse de l'offre, ce qui n'est pas correct. Ici, même si la courbe elle se déplace vers le bas, je vois que pour un prix donné, l'offre initiale c'est Q1, la nouvelle offre c'est Q2 qui est supérieure à Q1 et donc là on a une augmentation de l'offre. Alors que ici, même si ça correspond à un déplacement vers le haut de la courbe de l'offre, il s'agit bien d'une diminution de l'offre et non pas une augmentation. Alors lorsque j'ai un équilibre sur un marché donné, je peux calculer le surplus des consommateurs et des producteurs. Donc on fera des exercices, ça sera plus clair là-dessus, mais le surplus des consommateurs, c'est la courbe, c'est la surface qui est comprise entre la courbe de la demande, l'axe des ordonnées et le niveau des prix. Le surplus des producteurs, ça correspond à la surface qui est comprise entre la courbe d'offre ou la courbe des coûts marginaux et l'axe des ordonnées et le prix P1. Alors, un dernier exemple pour conclure tout ça, c'est que
l'émergence des compagnies low cost dans le transport aérien. En fait, ce qui est un peu bizarre pour cette activité, c'est que à un moment où il y avait une forte baisse de la demande, qu'on a eu un développement de ces activités-là, notamment suite aux événements du 11 septembre. Et là, je vais passer, bon là, vous avez la description que vous pouvez un petit peu regarder, mais on avait un équilibre initial, donc avec une courbe d'offre et de demande. On avait une baisse de la demande, mais malgré ça, on a un nouvel équilibre avec une offre plus importante. C'est que effectivement, quand je déplace, donc je peux bien avoir une baisse de la demande, mais si l'offre elle augmente significativement, à l'équilibre, au nouvel équilibre, effectivement, je peux avoir un nouvel équilibre avec une quantité qui est supérieure à la quantité initiale. Donc quand il y a une baisse de la demande, ça ne signifie pas... Mais par contre, baisse de la demande et augmentation de l'offre. Donc s'il n'y a qu'une baisse de la demande, il est clair que au niveau du nouvel équilibre, on va avoir une quantité plus faible. Mais si l'offre et la demande varient en même temps, alors la baisse de la demande ne signifie pas nécessairement un équilibre avec une quantité plus faible. Voilà. Donc merci et bon travail.